On parle de fiscalité tout de suite sur UDP TV. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous. Nos deux nouveaux invités, Pascal Lecamp, bonjour. Bonjour, Député de la Vienne, et Denis Rénal, bonjour. Bonjour. Vice-président de l'UDP, président de l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales. Alors, vous militez tous les deux pour une fiscalité locale stable, lisible et visible dans ses exonérations. Et d'abord, Pascal Lecamp, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est pour vous une fiscalité locale stable. Alors stable pour n'importe quel entrepreneur, je pense, c'est de savoir à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans ce qu'il va payer en termes de fiscalité. Et on voit bien, en particulier dans la fiscalité locale, depuis que la taxe professionnelle a été remplacée d'un côté par la CVAE, dont on a annoncé nous-mêmes les députés, j'étais à la commission des finances quand il y a 2 ans on a dit qu'on supprimait la CVAE, on a fait la moitié du chemin, on hésite sur la deuxième moitié. En ce qui concerne la CFE, qui concerne plus particulièrement vous, les professions libérales et les artisans et les commerçants dans les villes, là c'est par contre la foire, pas la foire à nono, mais il y a tout. On peut tout trouver en termes d'exonération et on comprend puisque c'est un outil pour attirer. Mais il a des effets pervers, on reviendra sans doute dessus, qui fait que les objectifs de cette flexibilité ne sont pas vraiment transférés, en tout cas en lisibilité et en clarté pour les entrepreneurs. Même question pour vous du coup, Denis Rénal. C'est quoi pour vous la définition d'une fiscalité locale stable ? Mais en fait, la fiscalité locale stable, c'est un peu la même approche que la fiscalité nationale. C'est-à-dire que pour prendre des décisions, et là en l'occurrence c'est pour des entreprises de proximité, qu'elles soient artisanales, commerciales ou libérales, c'est de pouvoir piloter finalement l'entreprise en fonction des avantages qu'on peut trouver pour pouvoir la développer, la créer, la développer, être accompagné et apporter finalement ensuite au tissu local. Alors l'UDP a fait de la fiscalité l'un des grands chapitres de ses propositions aux candidats aux élections municipales de 2026. Il y a 3 orientations principales, donc je vous propose qu'on les détaille et qu'on en débatte. La première, c'est rationaliser les prélèvements fiscaux sur les plus petites entreprises, notamment via les exonérations de cotisations foncières des entreprises et de taxes foncières sur les propriétés bâties pour certaines activités commerciales. Est-ce qu'on peut aller encore un petit peu plus loin dans l'explication de cette proposition ? De la même manière, c'est ce qu'on disait en introduction avec monsieur le député, c'est-à-dire qu'on a un hirsutisme, on va dire, des décisions sur le nombre de communes qui existent et qui posent des propositions ou des solutions, y compris d'exonération, qui sont un peu, monsieur le député a peut-être pas osé dire le mot de foutoir, mais c'est un peu lié à ça. Donc en fait, c'est de donner là-dessus de la prévisibilité, de rendre la chose compréhensible, la territorialiser également et peut-être de la partager. C'est-à-dire de la partager, de la préparer avec les entreprises elles-mêmes pour qu'on soit dans un élan, j'allais dire, totalement positif et constructif. Donc en fait, c'est bien d'avoir des exonérations qui sont possibles, mais de savoir lire les possibilités et puis peut-être de changer aussi le processus pour demander ce type d'aide qui aujourd'hui je crois passe par des centres des impôts, ce qui n'est pas naturellement la voie principale pour les entreprises et donc une organisation autour de ça pour une optimisation et une lecture de ça, encore une fois pour que les entreprises de proximité puissent servir au développement local. Alors on peut prendre peut-être l'exemple de cette agglomération des Côtes d'Armor qui a agi pour ne pas alourdir les prélèvements sur les entreprises au titre du versement transport. Ça, c'est un exemple concret par exemple. Exactement, et nous à l'UDP en fait on veut que les collectivités en fait soient sensibles à l'impact de leurs mesures fiscales sur les petites entreprises. L'exemple des Côtes d'Armor, de la commune de l'agglomération des Côtes d'Armor est significatif parce que en gros, je vais la faire assez simple, mais le versement mobilité en fait est installé au niveau régional avec un taux qui peut être de 0,15% sur la masse salariale. L'agglomération sur le plan local avait mis en place cette même c'est pas la même cotisation, mais cette cotisation également sur la masse salariale. Et en fait, quand la région l'a instituée, la commune l'a retirée. Donc en fait, elle a été sensible au fonctionnement de l'entreprise et c'est ça vraiment qui apportera aux maires, aux collectivités, aux EPCI également, le plus
par rapport à la situation d'aujourd'hui. Pascal Lecamp, ça vous paraît cohérent, suffisant? Est-ce qu'on peut faire à ce point-là, comme dans cet agglo des Côtes d'Armor, du cas par cas? Alors je pense qu'il faut éviter quand même le cas par cas parce que du coup, en termes de lisibilité, c'est pas idéal. Alors peut-être que c'est vu de l'hémicycle, mais moi, par rapport à votre première question, je pense que oui, il faut exempter un certain nombre de petites entreprises. En particulier, là, vous parlez d'agglomération. Moi, je parlais de communauté de communes, puisque je suis d'un village, je suis le maire d'une ancienne ville de 3000 habitants. J'étais président de la commission, le vice-président pour la commission d'affaires économiques. On est dans une petite EPCI de 28 000 personnes. À un moment donné, et c'est l'EPCI qui touche la CFE, c'est pas la commune. Donc après, il y a des correctifs qui peuvent être apportés par les communes qui ne vont pas nécessairement dans le sens de l'incitation que voudrait porter le PCI. Donc je pense que, mais sur la partie de la première question, oui, je pense qu'en dessous d'un certain chiffre d'affaires, alors on sait qu'en dessous de 5 000 € aujourd'hui, il y a une exemption totale, on pourrait sans doute monter un petit peu le niveau et surtout penser à tous ces besoins d'artisans boulangers, bouchers ou cafés dans des petits villages qu'on a besoin de maintenir. Et je pense que pour eux, en tout cas, l'exemption devrait être pratiquement, dans le cadre de la politique de ruralité, un impératif. La deuxième orientation de l'U2P, c'est de mutualiser les ressources publiques au service du développement local. Là encore, Denis Rénal, en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est une observation. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas fait forcément un audit de tout ce qui existait, mais le ressenti qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de déperditions en fait, entre différents niveaux de collectivités et parfois, enfin, j'allais dire presque de manière à la fois horizontale et verticale. Et qu'il y a par rapport à ça certainement une sorte de rationalisation à avoir. En tout cas, le fait d'agir en commun, de collectiviser, de coordonner un certain nombre d'actions qui permettent en réalité de faire des économies, en espérant que ces économies puissent servir justement, là aussi, les entreprises de proximité. On va dans le même sens en réalité. C'est quand on voit la manière, la vacuité des centres-villes et des centres-bourgs, il faut vraiment... Enfin, moi, je suis sidéré. Je vais souvent un peu à la campagne. Il y a une petite ville que je connaissais quand j'étais gamin, j'allais dire. C'était tout animé de partout. Il n'y a plus rien. Il y a 3 barbiers, point barre. Donc là-dessus, il faut réorienter, j'allais dire, des déperditions économiques, faire des économies et les orienter vers les entreprises. Parce que c'est l'entreprise qui apportera ensuite, j'allais dire, qui fera un apport en réalité, qui refera vivre ces communes-là. Là encore, on a un exemple. Il y a une communauté de communes dans le centre Val de Loire. Centre Val de Loire, oui, bien sûr. Qui a regroupé 40 services. Entre 40 services sur 65 communes, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Et l'intercommunalité. Et donc, on voit que ça peut fonctionner quand il y a une impulsion derrière. Pascal Lecamp, sur cette proposition-là. Là, je partage vraiment tout ce que vient de dire le président. Peut-être illustrer l'exemple concret, parce que j'ai ceux que j'ai connus ou que j'ai maîtrisés en prenant des décisions à l'époque. Il y a quand même le fait qu'on voit ce que vous dites, partir des fois à la périphérie d'anciennes centralités, parce que sur une fiscalité, on a réussi à faire venir un supermarché avec une galerie commerciale, des commerces qui vident complètement le centre-ville. Alors moi, je pense qu'une idée, ça serait que sur cette CFE, prélevée sur les entreprises, elle puisse être réinjectée sur la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes. On a les programmes Petites Villes de demain et revitalisation de centres-bourgs qui marchent bien. Il faudrait qu'une partie de cette fiscalité, parce que ça serait du gagnant-gagnant, serve à revitaliser, réintroduire les entreprises, et celles-ci, quand elles seront une fois dans le centre-bourg, seront aussi des cotisants. Donc c'est un cercle vertueux de la fiscalité. Justement, ça fait partie, c'est la troisième orientation de l'U2P dans le cadre de ces prochaines élections, mobiliser la fiscalité comme un levier de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Donc vous ne connaissiez même pas ces 3 propositions, vous l'aviez déjà. Concrètement, encore une fois, comment ça va se matérialiser ça ? En fait, on part d'un simple constat, c'est-à-dire que, et ça il est indéniable, 68 000 entreprises déposent le bilan en ce moment, chaque année, c'est-à-dire un niveau de score qui rejoint les pires périodes de crise. Et là, on a eu des défaillances d'entreprises records. Des défaillances d'entreprises records. Donc la défaillance d'entreprise fait que c'est souvent des entreprises de proximité parce que leurs marges sont extrêmement tendues. La moindre fiscalité, le moindre événement fiscal ou social supplémentaire vient mettre un coup d'arrêt complet, un coup de guillotine, j'allais dire, sur l'entreprise elle-même. Et il n'y a personne pour reprendre à la suite.
Donc en fait, c'est comme ça que se vident les centres-bourgs. La manière de le faire, c'est de soutenir tous les locaux vacants. Il faut encourager une politique de fiscalité qui permette d'encourager la reprise de locaux vacants pour réanimer. Parce que sinon, c'est un cercle vicieux. Et je rejoins ce que dit monsieur le député, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un cercle vertueux. Ça existe, c'est possible, et il y a les ressources pour pouvoir le faire. Il y a des communes qui ont mis en œuvre ce dispositif, effectivement, avec succès, donc ça fonctionne. Mais là où on se demande où le bas blesse, c'est pourquoi ça n'est pas évident partout. Je suis peut-être un peu dur, surtout pendant le salon des maires, mais surtout dès qu'on se retrouve dans une agglo, et en particulier dans une communauté de communes, avec beaucoup de petits villages, il y a souvent des issues d'ego, de personnalités, de concurrence locale qui sont négatives. Ou certains qui ont baissé les bras. Oui, non, je pense pas Non. que quand on veut faire de la politique, même locale, et j'en ai fait beaucoup, on ne baisse pas les bras, on a envie d'arriver à quelque chose, toujours. Mais si je reviens à ce que vous avez dit, ce qui se passe aujourd'hui dans la décision locale, c'est que les EPCI fixent les taux et les exonérations. Et les communes peuvent venir derrière avec des exonérations spécifiques et aussi influencer les décisions des EPCI. Et la fiscalité vertueuse, c'est celle qui fait... Parce que qu'est-ce que tentent ces entreprises, ces petites entreprises? Elles veulent de la lisibilité et de la trésorerie. Elles ont toutes des besoins de trésorerie. Donc si la lisibilité fiscale fait qu'en cotisant un petit peu, on sait que le retour vient là où elles vont créer plus d'activités, donc plus de chiffre d'affaires, elles n'auront pas d'état d'âme, à savoir qu'à horizon 2 ans, 3 ans, 4 ans, elles payent 0,15, 0,20, 0,30% de leur chiffre d'affaires pour permettre cette activation, ce développement de l'activité économique. Donc c'est ce cercle qu'il faut être capable de mettre en marche. Ça se fait au sein des EPCI parce que la loi NOTRe a donné cette compétence économique aux EPCI, mais il faut peut-être que les décisions locales soient prises plus harmonieusement entre gouvernance de l'EPCI et les gouvernances des communes concernées. Bon, néanmoins, et on vous remercie d'ailleurs d'être là, mais vous êtes en train, vous, députés, de voter le budget. Quand on voit ce qui sort sur les propositions, c'est pas tant les exonérations qui ressortent de ce budget, mais c'est plutôt les taxes encore plus. Donc, est-ce que dans le contexte politique et économique dans lequel nous sommes, ces exonérations, finalement, sont encore possibles et peuvent vraiment être toujours vertueuses, là où on va encore aller chercher des taxes sur un peu tout le monde? Alors là, j'arrive en direct de l'hémicycle. On est sur une nouvelle exonération potentielle de taxes sur les liquides qui ne contiennent pas de nicotine dans les vapoteurs. C'est un tout petit truc. Mais je veux dire, il y a quand même aussi des exonérations qui sont vues. C'est en ce moment l'article 24 Bon, je prends l'exemple parce que je viens de le vivre il y a 30 minutes. C'est quand même très très précis comme exonération. Non, mais attendez, là, on est vraiment sur... mais on ne fait que ça pendant 3 semaines. On déroule tout ce qu'on peut faire. Oui, pourquoi il y a plus de taxes? Vous avez bien vu qu'on est dans une instabilité politique du fait même de l'organisation en 11 groupes politiques dont personne n'a la majorité absolue. Il faut faire des concessions. On apprend le compromis. Nous, chez les démocrates, alors je parle facilement, nous, on est vraiment au centre d'essayer de faire ces compromis. Mais dès que vous taxez un peu moins la gauche est heureuse, dès que vous taxez un peu plus, la droite ne veut plus. Et c'est sur ce fil qu'il faut tendre pour arriver à un budget qui, normalement, devrait faire des économies. Aujourd'hui, si j'ai bien compris les chiffres que donnait la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, on a dépassé la barre des 5% de déficit pour l'année prochaine, des 5% de déficit sur le budget. Donc ça ne va pas. Ce budget, il partira tel qu'il est au Sénat. Le Sénat va de toute façon corriger. Il y a des lignes rouges qui ont été fixées, annoncées par le Premier ministre. On ne revient pas, on suspend la réforme des retraites. Ces choses-là sont acceptées. Sur le reste, c'est en CMP que ça se décidera. Et si on n'arrive pas, en commission mixte paritaire, et si on n'arrive pas en commission mixte paritaire, ça sera autour du 23 décembre, eh bien les décisions devraient être prises par le gouvernement. Mais c'est surtout que le grand danger, c'est que ce soit les petites entreprises, les artisans, les commerçants, les libéraux qui en prennent dans la tête, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oui, c'est en tout cas l'émotion que ça crée, ce sentiment un peu d'injustice et l'impression finalement de manière permanente de ramer, d'écoper et que le bateau ne se vide pas. Il faut pas. Moi, j'ai presque envie de, justement, en représentant l'U2P et les entreprises de proximité, de raisonner comme dans le privé. Et je mets la question du budget, de la construction du budget un petit peu à part pour le coup, mais ça s'appelle un investissement et un retour sur investissement. C'est-à-dire que favoriser le retour des entreprises en centre-ville, éviter qu'elles déposent le bilan, c'est de l'emploi.
c'est de la fiscalité justement à terme, c'est de la vie en centre-ville, c'est le cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure qui fait revenir des exploitants. Ça veut dire aussi des gens qui sont qui hésitent peut-être à créer une entreprise et qui vont dire bah oui mais là ce petit village justement je le connais, il est en train de renaître, il y a une possibilité d'être en centre-ville parce qu'il y a beaucoup de locaux vacants, bah, demain je fais mon entreprise et je sais que je suis soutenu par le pouvoir public. Et ça c'est absolument fondamental à mon sens pour remettre, on a tous les atouts honnêtement dans un pays magnifique comme la France, on a tous les atouts pour fonctionner et c'est dingue que ce soit finalement compromis par des mouvements, j'allais dire, d'une manière ou d'une autre, de balanciers, qui font qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de connaissance de l'écosystème de manière fiable pour pouvoir peut-être même compromettre à un moment donné, passer des conventions avec les pouvoirs publics pour donner à ces entreprises la capacité de survivre et de se développer et de créer de l'emploi et de créer de l'économie, de la TVA, etc. Bon, malgré tout, nous avons encore des députés qui se battent pour les petites entreprises. On en a reçu beaucoup ces derniers jours. Donc voilà, il faut quand même garder l'espoir et les fédérations. Mais heureusement qu'ils sont là. Et l'U2P. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau du Merci TV. beaucoup. Merci infiniment. On continue, chers amis, à vous accueillir sur ce plateau en direct du Salon des maires. Et on va recevoir le président de l'U2P dans quelques instants avec la délégation sénatoriale aux entreprises. À tout de suite.